L'idée, en fait, dans mon métier, c'est que les gens, ils aillent bien. Et à un moment donné, c'est aussi de pas stagner. Et donc, il y a cette idée de grandir aussi, d'être une meilleure version de soi-même, on peut mettre plein de mots. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Très content de vous retrouver. On va s'aligner ce matin avec mon invité Béatrice Millettre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez votre nom est un aptonyme. Pardon ? Votre nom est un aptonyme. Ah oui, si vous voulez. Millettre. C'est ça, Ouais. c'est ça. On me le dit souvent en disant que dans mon métier, j'ai bien choisi mon pseudo. C'est pour ça qu'il est un aptonyme. Voilà. Ah, c'est exactement. un pseudo ? Non, pas du tout. Ah bon, vous me faites peur. Non, mais les gens me disent c'est un pseudo très bien choisi. Ah oui, non, c'est Non, votre, oui, c'est votre nom. Oui, Ouais. c'est tout à fait mon nom. C'est tout à fait mon nom. Vous êtes docteur en psychologie, spécialiste en sciences cognitives, spécialiste de la neurodiversité. Vous accompagnez des personnes au potentiel depuis plus de 20 ans, dont de nombreuses de ces personnes sont doublement exceptionnelles. Donc vous avez fait un livre, vous partagez vos connaissances et votre expertise sans compter. C'est vrai. On va voir ça ce matin. Oui, j'essaye. Et vous avez accompagné tant de personnes qui pensaient avoir besoin d'une thérapie alors qu'en réalité, elles avaient juste besoin d'apprendre et de s'écouter. Oui, c'est un peu le résultat de toutes mes années comme ça de pratique où je me dis la thérapie c'est bien mais c'est pour réparer et que souvent quand on reçoit des gens qui viennent plus avec des questions de développement personnel, mais l'idée c'est pas une thérapie, c'est de s'aligner finalement. Alors c'est un petit mot tout simple mais qui recouvre beaucoup de choses. Oui, enfin, c'est un petit mot tout simple dont nous nous sommes tous emparés de plus en plus en C'est entreprise. vrai. Vous entendez des gens qui vous disent « je ne suis pas aligné avec ça, C'est vrai. c'est contraire à mes valeurs ». Oui, aussi, tout à fait. C'est assez récent, ça. C'est assez récent, ouais. c'est assez récent. En fait, pour tout dire, moi, j'avais l'idée d'appeler ça, pas l'alignement, parce que je trouve que c'est un peu, on en parle beaucoup, mais l'antithérapie, ça faisait un peu un pavé dans la mare, en disant qu'on n'avait pas besoin de thérapie forcément pour aller bien. Alors, vous publiez La thérapie de l'alignement chez Marabout, 9 étapes pour découvrir qui vous êtes. Tout à fait. Et ce qui compte vraiment pour vous. Et puis vous avez toujours chez le même éditeur publié récemment Doublement exceptionnel, HPI et TDAH, TSA, TLLA, la neuroatypie frappe souvent 2 fois chez Marabout. Oui, c'est ça, parce que on parle beaucoup des troubles neurodéveloppementaux, l'autisme, le TDAH, tous les troubles 10, etc. Et il arrive qu'ils soient associés au potentiel, et auquel cas on ne va pas accompagner ces personnes-là. C'est la double peine. Enfin, la double peine. La double chance. Ou la double chance, ouais. C'est la chance et la peine mélangée, plutôt. La chance et la peine mélangée. Sauf que il y a un des troubles qui va cacher l'autre, qui va masquer l'autre. Ça peut, ou les deux se masquent. Au potentiel, c'est pas un trouble déjà, mais donc souvent. C'est quoi ? Des singularités. Un ensemble de singularités. D'accord. C'est pas une pathologie, c'est pas dans les critères diagnostiques. Donc c'est vraiment des singularités. Parce que c'est pas une pathologie parce que ça veut dire que sinon tous les gens au potentiel iraient mal. C'est ça la définition d'une pathologie. Et vous avez une jambe cassée, elle est cassée chez tout le monde. Il y a pas certains, c'est un peu cassé, pas trop. Et donc au potentiel, statistiquement, donc ils vont bien. Et même quand on regarde les publications, ils vont mieux que les autres. Donc ça, c'est pas une pathologie. Et donc souvent, ça va permettre de gérer les enjeux liés au trouble neurodéveloppemental. Mais parce qu'ils gèrent. En général, ils gèrent. Ils masquent, en fait. Oui, ils masquent et ils gèrent. Ils compensent et en fait. Alors ils gèrent, ils compensent quand ils sont entre guillemets uniquement avec un trouble neurodéveloppemental. Là, ils vont masquer, ils vont compenser, ils vont se suradapter. Le haut potentiel va leur permettre quand même de mettre en place un certain nombre de stratégies pour plutôt gérer que compenser finalement. On fera une émission sur le sujet. Vous n'êtes pas plaisir. très nombreux à parler justement de cette double... Non, je crois que j'ai été la première à en parler. J'étais la première à en parler. D'ailleurs, je vous avais invité pour en parler au moment où c'est sorti. C'est vrai, on a eu des loupés. On a eu des loupés. Mais parce que le sujet m'intéressait parce qu'il était pour l'instant pas abordé. C'est vrai, il est abordé beaucoup outre-Atlantique. Et chez nous, très très peu. Mais les accompagnements, par exemple, d'un enfant, un enfant dyslexique au potentiel, on ne l'accompagne pas de la même façon qu'un enfant juste dyslexique. C'est ça qui est important, justement. D'ailleurs, on ne dit plus Asperger, non. Ça n'existe plus, on dit... On dit rien, on dit dans le spectre de l'autisme. Ouais. Et en fait, une petite précision, Asperger, on avait l'idée, on parlait aussi des personnes autistes de haut niveau, et les gens avaient l'idée que Asperger c'était lié directement au potentiel, alors qu'en fait, dans les critères diagnostiques, dans la définition d'Asperger, ou d'autisme de haut niveau, et c'est là où souvent les gens n'ont pas cette idée-là, c'est quelqu'un qui a un QI qui n'est pas déficient, qui n'est pas dans la déficience intellectuelle.
Ah oui, c'est Asperger pas la même chose. Pas du tout. Non. Pas du tout. Et dans les critères, parce que maintenant ça n'existe plus depuis le nouveau manuel qui est le DSM-5, les critères diagnostiques de santé mentale, et dans le DSM-4, donc il était bien spécifié, ce sont les personnes qui ne sont pas dans la déficience intellectuelle, parce qu'à l'époque, les critères diagnostiques du trouble du spectre de l'autisme n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, majoritairement, les gens dans l'autisme étaient avec déficience intellectuelle ou pas bien loin. Et donc, l'Asperger ou autisme de haut niveau, il était vraiment juste au-dessus. Ce qui n'est pas l'idée qu'on en avait. Alors, la thérapie de l'alignement, ça part d'une expérience personnelle, d'une séparation qui était très douloureuse. Tout à fait. Donc, ce sont des choses qui arrivent même aux thérapeutes, voilà, d'avoir des vies. Et des vies pas toujours, des fois un peu chaotiques comme tout le monde. Et parce que des fois, les gens me disent, mais vous savez tout gérer, vous n'avez jamais de problème. Bah non, pas du tout, c'est pas vrai. Et à un moment donné, je me suis pris un mur finalement. Et alors, vous avez tous les conseils de tout le monde. Alors, il faut chercher, parce que dans votre livre, c'est pas si clair que ça. Non, c'est pas si clair que ça. Donc, mais non, parce que je peux pas pour parler de moi. Donc, mais vous expliquez que vous avez quand même élaboré une thérapie parce que vous manquiez d'outils. En tout cas, oui, je manquais d'outils. C'était le point de départ. C'est-à-dire que il y a une histoire qui, un peu compliquée. Enfin, bref. Mais moi, j'aime bien les histoires compliquées. Et c'est parce que les gens se retrouvent dans les histoires compliquées. Vous savez. Oui, quelqu'un qui vous fait de l'œil, qui vous dit tralala, t'es la femme de ma vie, tralala. Et vous marchez. Ah ben oui. Parce que thérapeute que vous êtes. Et votre intuition alors? Alors mon intuition, c'est quelqu'un que je sais depuis longtemps, me disait non, bizarre, voilà. Et puis d'un coup l'intuition, parce que la vie, les événements personnels à ce moment-là ont fait que l'intuition, je l'ai lâchée. Je l'ai pas écoutée. Et en fait, peut-être que mon intuition, c'est ça aussi où j'ai trouvé ça super chouette, quelque part, après coup. Mais quand même sur le coup presque, mon intuition de m'acheter dans le mur pour le meilleur. Et c'est ça que finalement, donc vous avez été quitté, donc en fait. Ah non, ça n'a même pas démarré. Donc ça n'a même pas démarré? Ah mais non, parce que d'un coup, on m'a dit, en fait, je me suis trompée. Ah oui, d'accord. Mais c'était un vieil ami... Voilà. Qui finalement vous a dit on serait bien ensemble, et finalement il a dit non, je me suis trompé. Ouais. D'accord. Ah, vous avez pris un râteau avant que ça commence. C'est ça. Donc bref. Et donc et là tous les copains, tous les gens disent ouais mais c'est pas grave. Enfin tout le truc, les tartes à la crème. Et puis arrête de lui parler, et puis machin. Je dis mais en fait on est des êtres humains, c'est pas ça. Il y a des bouts qui manquent. Et j'ai parlé à un moment. Moi je me souviens, j'ai un ami qui est psychiatre. Et on a dîné tous les trois avec un moine bouddhiste et c'était merveilleux. Et on me dit mais quand même. On n'est pas des Kleenex, qu'on peut pas écrabouiller les gens, même s'ils nous font très très mal. À un moment donné, faut passer au-dessus. Et puis donc j'ai exploré, il y a des moments, vous savez, tout se met un peu en place. On dit les planètes s'alignent, mais on va chercher des éléments. Et puis il y a les trucs, et puis il y a ce petit bout là, et puis ce petit bout là, et ce petit bout là. Et puis il y avait un moment, on en parle beaucoup dans la sphère du haut potentiel d'un monsieur qui s'appelle Dabrowski, Casimir Dabrowski, qui a parlé beaucoup de. Alors on l'utilise on en parle. Lui, il a théorisé un processus qu'on appelle la désintégration positive et la désintégration négative. Exactement. Mais les gens en parlent beaucoup dans le haut potentiel à propos des hyperactivités, l'hyperactivité cognitive. Il a défini ça, il ne parlait pas du haut potentiel. Il y en a quoi, 4 5. Et effectivement, en me replongeant, parce que je me dis, mais non, il n'a jamais parlé de haut potentiel, mais c'était il y a longtemps, machin. Donc je tombe dedans. Je retombe dedans. Et puis des intégrations positives. Puis dans le même temps, je tombe sur la croissance post-traumatique. Et puis sur un ensemble de bidules comme ça, elle me dit mais des intégrations positives, en fait, c'est ça. C'est l'idée, en fait, dans mon métier, c'est que les gens, ils aillent bien. Et à un moment donné, c'est aussi de pas stagner. Qu'est-ce qui fait qu'on avance dans notre vie. Alors c'est pas juste on avance en âge et puis voilà, et on reste tous au même point, mais on avance en âge. Et donc il y a cette idée de grandir aussi. D'être une meilleure version de soi-même, on peut mettre plein de mots, c'est un peu ça le développement personnel, j'essaye d'aller vers une meilleure version de moi-même. Et la désintégration positive, je trouve que c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, et là j'ai vu un monsieur il y a 2 jours, il me dit, en fait avant j'étais un Rubik's Cube, là j'ai démonté tout le Rubik's Cube, et puis je construis autre chose, donc il y a encore des trous au milieu, tout n'est pas encore bien comblé, j'ai gardé les bouts qu'il me fallait, et puis maintenant il faut mettre un peu le lion. Et c'est un peu ça, la désintégration positive, donc on se jette sur un mur, plus ou moins volontairement d'ailleurs, on est écrabouillé, et puis après on repart en grandissant. Alors soit on repart négatif, des intégrations négatives, et on est en dépression, soit on a un deuxième processus qui est la résilience, qui nous fait repartir à l'identique à peu près.
Oui, Donc on repart de là où c'était avant. Voilà, on a une jambe cassée, on fait de la rééducation, de la convalescence, puis on repart un peu pareil. Ou alors, la croissance post-traumatique après avoir été désintégrée, on va vers quelque chose d'autre, en grandissant, un peu en conscience, en étant plus... alors, je suis un peu galvaudée, mais en phase avec ses valeurs, et en sachant les choses aussi, pourquoi on veut aller là, pourquoi on veut... Il y a un philosophe qui disait, je ne sais plus lequel, j'ai un trou, qu'en fait, quand on est intelligent, c'est très mal dit, mais moi je le reformule après, on finit seul, parce que c'est la seule possibilité d'être libre. Et en fait, c'est pas d'être seul, c'est de faire abstraction un peu de l'influence sociale, qui permet d'être vraiment soi-même. C'est pas d'être tout seul dans son coin, parce que sur une île déserte, c'est pas très drôle, enfin pourquoi pas, mais c'est vraiment de s'abstraire de tout le conditionnement social, ou de choisir, alors c'est pas possible de s'en abstraire en entier, mais finalement voilà, et de grandir en disant voilà, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, et c'est ça qui va ensuite permettre d'être plus aligné en somme. Donc la croissance post-traumatique, c'est tous les changements positifs qui font suite à un événement douloureux, comme celui que vous avez vécu. Exactement. Hein, voilà, et qui vous permet d'aller développer des ressources internes insoupçonnées. Tout à fait. D'aller chercher au fond de vous. D'aller chercher au fond de nous et en dehors de nous aussi, d'aller trouver et de prendre des signes dans les conversations, dans les expériences des autres, et d'aller creuser des sujets finalement pour passer un cap. Alors vous avez commencé par vous dissocier, et vous dites que ça n'a pas fonctionné. Alors oui et non. En fait, c'est ce au départ, ça n'avait pas fonctionné. Donc c'est pour ça que vous êtes parti à la recherche d'autres. Oui, au départ, ça fonctionnait pas parce que on vous dit arrête d'y penser, lui parle plus, coupe-le de ton réseau, tralala. Puis les réseaux sociaux, vous voyez bien que ça clique et que il y a un petit coucou. Oui, bon bref. Et donc non, tout ça ne fonctionnait pas. Et effectivement, du jour où on me dit en fait, je me suis trompée, je dis ok, d'accord. Enfin, je le voyais venir quand même. Faut pas. J'ai peut-être caché un peu l'intuition, mais je sais pas quand même, il y a des choses. Et donc, je dis ok, super. Puis alors là, mais vraiment super. Hein. Je me dis mais ça va, oui, ça va super bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dissociation adaptative, parce que la dissociation, en jargon un peu pathologique, c'est on vit des traumatismes et puis on dissocie pour pouvoir les gérer. En fait, le cerveau s'en va voir ailleurs, il va faire un petit tour pour que la souffrance soit pas là. La dissociation adaptative, c'est il y a un job à faire. Donc j'enlève les émotions, je les tiens à distance, parce que si je suis à chaud dans mon émotion, j'arriverai à rien à faire, je n'arriverai pas à faire mon travail, je pourrais pas y arriver. Donc j'enlève les émotions, parce que dans une situation n'importe laquelle, en gros, on a des émotions, des comportements et des pensées. Et donc, puisque j'ai un job à faire, c'est le triptyque. C'est important de retenir le schéma. Voilà. C'est toujours dans cet ordre-là. C'est toujours les trois ensemble, pas dans un ordre prédéterminé. Non. Non, pas du tout. Non. On n'agit pas avant d'avoir l'émotion, quoi. Si. Ça peut. Ok. Et donc voilà, on met l'émotion à distance, mais en fait, on la ressent pas, mais elle est un peu quelque part dans le corps, d'une façon ou d'une autre. Et donc, on ressent plus rien, on est dissocié et on continue son job. C'est super efficace. Le contre-coup, c'est qu'à un moment donné, ça peut ressortir. Parce que le corps, lui, a la mémoire. Voilà, et le corps, il emmagasine finalement un peu tout ça, ce qui fait que, bien à un moment, il faut aller faire un petit break, une petite promenade, les pieds en éventail dans la chaise longue, ou si on veut pas, attraper un petit Covid qui passe, une petite gastro, un petit quelque chose comme ça. Béatrice Millettre est notre invitée, docteur en psychologie. Elle publie la thérapie de l'alignement, 9 étapes pour découvrir qui vous êtes et ce qui compte vraiment pour vous, aux éditions Marabout. Quel sens vous donnez-vous au mot aligné ? Alors j'en donne 2. En fait, pour moi, on est aligné quand on a 2 piliers qui sont solides. Il y a un premier pilier qui est de dire je suis en phase avec mon fonctionnement. C'est-à-dire que quand vous êtes gaucher, vous êtes un gaucher pas contrarié, vous êtes gaucher. Et donc, quand je dis en phase avec son fonctionnement, c'est par exemple pour tous ces gens qui sont neurodivergents, dans la diversité cognitive. Alors, neurodivergent, parce que vous dites neurotypique et neurodivergent. Alors, tout le monde n'emploie pas le même vocabulaire. Alors, neurodivergent, c'est qui ? Alors, les neurodivergents, en fait, c'est les gauchers, si on veut dire, du cerveau. Les neurotypiques, c'est les droitiers du cerveau. Ça veut dire neurotypiques, ce sont ces gens un peu qui sont en plus grand nombre. Alors, les normaux.
Oui, les normaux. Certains parlent parfois de normaux pensants, je trouve ça très vilain comme mot, mais c'est les gens un peu qui sont le plus grand nombre, donc ça veut rien dire, c'est une espèce de norme, c'est une espèce de gloubi-boulga avec plein de... Enfin voilà, ça n'existe pas un portrait robot comme ça, mais globalement, voilà, c'est les droitiers, ils sont plus nombreux dans la population. Et puis, ceux dont le fonctionnement neurologique s'écarte un peu de cette norme, on les appelle des alors il y a des gens qui n'aiment pas neurodivergents, il y en a qui neuroatypiques. Voilà, dans la diversité cognitive, parce qu'il ne faut pas oublier que les neurotypiques, s'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas de diversité. Donc ça c'est les gauchers du cerveau, si on veut. Et donc, tous ces gens-là, comme la société, elle est majoritairement neurotypique, elle est faite par et pour le plus grand nombre, si on peut dire, eh bien, ça fait peu de temps qu'on commence à parler de ces gens qui ont des raisonnements un peu différents. Par exemple, le raisonnement intuitif, l'intelligence intuitive. Si en maths, on vous demande d'ouvrir les parenthèses, de faire un raisonnement séquentiel, ça, c'est plutôt neurotypique. La personne qui a l'intelligence intuitive et l'intuition mathématique va lire l'énoncé et pouf, a le résultat qui tombe de la tête. Ça, c'est un peu atypique quand même. Sauf qu'on va lui demander le cheminement. Exactement. Et donc, l'idée, c'est si on lui demande le cheminement, il va se perdre en route. Et à un moment donné, on va lui dire raisonnement juste, mais erreur de raisonnement, parce que c'est pas sa façon de fonctionner. Donc, il y a ce premier pilier, je viens de dire, qui est d'être en phase avec son fonctionnement intrinsèque. Je suis pas un gaucher contrarié, je suis gaucher, je le sais, je fais avec, et je sais en tirer parti. Par exemple, dans mon équation de maths, moi, je vais avoir l'intuition mathématique, un jeune, par exemple, il lit son énoncé, paf, il a le truc qui tombe de la tête, il l'écrit 15 lignes plus bas, et puis il remonte, il écrit des étapes qui conduisent à ce résultat-là, parce qu'il a appris son cours de maths avant. Et donc là, il fait à sa façon en donnant au prof ce que le prof veut. C'est un peu simpliste, mais c'est ça que j'appelle être en phase avec son fonctionnement neurologique ou cognitif. Parce que sinon, quand on est à l'envers de soi, ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait du masking, c'est de la fatigue mentale, c'est de l'énergie pour rien, c'est de l'incompréhension, c'est de la colère, c'est plein de choses qui finalement vous épuisent et font que vous ne pouvez pas être bien dans vos baskets quelque part. Le deuxième sens que vous donnez au mot aligné, c'est d'aligner, alors c'est un peu pompeux, mais c'est d'être que notre vie soit en phase avec nos aspirations. Voilà. C'est un peu pompeux, mais c'est de dire, voilà, il y a des choses qui me tiennent à cœur, c'est ça que je vais essayer de développer. Alors on peut plus ou moins, parce qu'il faut bien manger, il faut bien vivre, mais on peut à un moment donné essayer d'aller dans cette direction-là finalement. Moi je vois plein de gens qui à un moment donné ils se disent je vais aller dans une entreprise plus... dans un écosystème beaucoup plus bienveillant ou qui va avoir un impact sur la planète ou voilà, d'essayer de voir, mais ça veut dire plein de choses d'être en phase avec ses aspirations, ça peut être n'importe quoi, d'avoir un job alimentaire pour pouvoir vous occuper de vos enfants, ce que vous appelez nos paradoxes. C'est pas bien parce sûr qu'on a une vie paradoxale qu'on n'est pas aligné avec ses valeurs. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des valeurs paradoxales. Mais bien sûr, parce que par exemple moi je vois plein de gens qui me disent, alors au hasard, un burn-out professionnel, au hasard parce qu'il y en a plein, et qui me disent, ou dont les médecins leur disent, faut vous écouter plus, d'accord, faut un job qui soit plus aligné avec vous, etc. Ok. Et moi je pense à une dame que j'accompagne qui effectivement son job ça va pas très très bien, l'environnement est un peu pas top, et le job est pas passionnant. Bon. Sauf que cette dame elle a un petit garçon qui est handicapé et qui ça lui demande beaucoup d'énergie pour avoir des ajustements à l'école. Et donc la question c'est de dire, effectivement je vais aller vers mon job de rêve, je m'écoute, entre guillemets un peu égoïstement si on peut dire par là, et pour le coup je laisse mon petit garçon se dépatouiller. Ou alors je m'occupe de mon petit garçon et j'oublie de m'écouter. Donc vas-y, c'est antagoniste. Mais pas du tout. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais oui, la bonne réponse c'est de dire que cette personne qui est très tournée vers les autres finalement, et c'est très bien d'être tournée vers les autres, mais à condition de l'accepter, et bien finalement, si elle ne s'occupe pas de son petit garçon, en fait elle oublie qui elle est. Et elle oublie de s'écouter, parce elle va être à ce moment-là déchirée par rapport à ses valeurs. Elle s'écoute, mais au prix de ne pas s'occuper de son petit bonhomme, alors que s'occuper de son petit bonhomme, c'est finalement penser à elle, par ricochet. Et c'est là aussi où on peut se dire finalement, et effectivement, vous parliez de ce que j'avais vécu à ce moment-là, moi je me suis dit, mais les moments où j'étais le mieux dans ma vie, c'est quoi ? C'est quand je pense aux autres. Ah, pas uniquement aux gens que je reçois, mais... Oui, alors après, parce que c'est un exercice que vous dites aux gens, repensez quand c'était fluide dans votre vie. Exactement. Et en fait, les moments où... et on peut se dire, par exemple, cette femme, les moments où tout est super chouette dans sa vie, c'est quand elle pense à sa famille, avant de penser à son job à elle, parce que sinon, elle n'y arrivera pas. Moi, j'en vois plein des gens, un monsieur qui me dit, idéalement, voilà, moi, je travaillerais dans l'humanitaire. Alors, il est directeur financier de grosse boîte. Vous savez qu'on est entouré de gens
qui rêve de travailler dans l'humanitaire. On est d'accord. Bon. Et donc lui, finalement, il avait essayé, et puis on lui a dit, mais t'es trop capé pour ça. Et non, il est directeur, machin. Et il me dit, mais en fait, je pourrais le faire tout de suite. Je lui dis, ok, si vous le faites tout de suite. Ah ouais, mais alors, l'appartement de 500 mètres carrés, les enfants, les vacances au bout du monde, tralala, tralala. Exactement pareil. En fait, aujourd'hui, entre guillemets, j'oublie mes aspirations de quand j'avais 20 ans, ou 15 ans, ou ce que vous voulez, pour m'occuper du développement de mes enfants, pour en faire des adultes qui soient bien dans leur basket. Et pour ça, c'est pas m'oublier, parce que si je faisais pas ça, c'est là où je serais à l'envers de moi-même. Donc c'est penser à soi par ricochet. D'accord, mais si vous posez la question différemment et que vous dites aux gens, et on va prendre l'exemple de ce monsieur, mais si vous étiez seul au monde, est-ce que vous feriez les choses de la même façon ? La question c'est non, évidemment. Évidemment, mais on n'est pas seul au monde. Oui, évidemment, ce monsieur, s'il était seul au monde, il aurait été bossé dans l'humanitaire. Puisqu'il a passé des entretiens, etc. etc. Et, oui, évidemment. Mais il n'est pas seul au monde. Il a charge d'âme et il a cette responsabilité-là. Alors, et c'est vrai que alors on peut, je jette pas la pierre. Il n'y a pas une bonne réponse. Je jette pas la pierre aux gens qui feraient pas ces choix-là, parce que les choix, ils sont pas. Il n'y a pas un choix qui va être bon. Il y a qu'est-ce qui correspond aux personnes. Vous parliez de ce médecin tout à l'heure qui conseillait à ses patientes de plus s'écouter. Donc ça veut dire quoi, plus s'écouter ? Et comment on fait pour s'écouter plus ? Plus s'écouter, c'est pas penser à soi. Enfin si, c'est penser à soi, mais dans le bon sens du terme. C'est pas égoïste. Non, c'est pas du tout égoïste, c'est réaliste. C'est dire, je pense à moi, parce que si je suis pas bien dans mes baskets, je pourrais pas être bien avec les autres, ni tout court. Donc c'est penser à ce qui est bon pour nous, mais pas au prix de détruire les autres, évidemment. C'est pas ça, c'est tout un enchevêtrement. Et donc effectivement, penser à soi dans la première idée, dans la première acception qui vienne, c'est de dire, ma vie parfaite, c'est quoi ? J'oublie tous les autres si j'étais tout seul. Oui, mais on n'est pas tout seul. Première étape de votre thérapie, comprendre son fonctionnement et celui des autres. Pourquoi c'est essentiel de comprendre comment on fonctionne et est-ce qu'il y a des outils pour savoir comment on fonctionne ? Oui, bien sûr. Alors, c'est essentiel pour ce que je disais tout à l'heure, ne pas être un gaucher contrarié, pour pas se retrouver à l'envers de soi-même. Donc, on est gaucher ou on est droitier, peu importe, mais on voit aussi des droitiers contrariés d'ailleurs. Donc, de pas être à l'envers de soi. Donc ça, c'est fondamental, parce que je reprends mon exemple de l'intuition mathématique. Si vous avez de l'intuition, eh bien, c'est un super pouvoir, j'ai envie de dire. Si vous n'en avez pas, c'est un super pouvoir aussi. La question, c'est pas d'essayer de fonctionner comme quelqu'un qu'on n'est pas. C'est vraiment de savoir, on est droitier, on est gaucher. C'est ni bien ni mal, c'est tout. Sauf que si je suis gaucher, il y aura des moments, il faudra que j'utilise un ciseau de droitier, parce que, comme ils sont plus nombreux dans la population, il y a des moments, peut-être ils n'en auront pas. Et c'est normal, ça fait partie du jeu, finalement. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire. Et pourquoi il y a besoin de connaître les autres aussi ? Si je reprends mon équation de maths tout à l'heure, si je pense que tout le monde est des gauchers, je vais leur donner que de l'intuition, par exemple. Et le prof de il dit, mais t'as copié sur le voisin, ça marche pas ton truc. Donc, en fait, c'est de décrypter aussi les fonctionnements des autres, afin de ne pas vouloir... De ne pas penser que soi-même on n'est pas normal, on est fou, de ne pas penser que les autres ne sont pas normaux ou sont fous, et de savoir qu'il y a moi, il y a les autres et c'est super. Donc c'est pas l'un sans l'autre. Et si vous voulez, dans la neurodiversité, dans la diversité cognitive, on parle souvent exclusivement de neuroatypisme et on oublie les neurotypiques. Et moi je me souviens, j'étais à une journée comme ça et à un colloque de neurodiversité, on est un petit monde, on se retrouve comme ça, et une dame, et je lui dis, mais tu sais, les neurotypiques font partie. Elle me dit, mais pas du tout, qu'est-ce que tu dis, ils nous cassent les pieds, c'est insupportable ces bêtes là, de toute façon c'est grâce à eux, enfin c'est à cause d'eux qu'on va tous très mal, et tralala. Je lui dis, non, parce que c'est une forme d'atypie finalement, il n'y aurait pas de neurotypie, tu n'aurais pas le reste. Puis elle est revenue 2 heures après, elle m'a dit, mais tu sais ce que tu m'as dit ? Ça m'a fait réfléchir, mais en fait, tu as tout à fait raison. Parce qu'en disant que les neurotypiques, ils nous cassent les pieds, on fait exactement comme eux. De toute façon, on fonctionne toujours en référence aux autres. Ben oui, pas forcément en miroir par rapport aux autres. Oui, bien sûr, tout simplement en miroir. Que répondez-vous aux personnes qui vous demandent si elles sont normales ? C'est une question qu'on vous pose souvent ? Oh bah oui, malheureusement. Je leur réponds qu'ils sont normaux autrement. Quand ils sont atypiques, je dis vous êtes normal autrement. Moi j'aime bien cette association de 2 mots, parce que c'est pas anormal. C'est souvent le fait de pas être dans la norme, au lieu de renvoyer hors norme, ça renvoie anormal exactement. Et donc moi je dis vous êtes normal autrement, vous êtes efficace autrement, vous êtes concentré autrement, vous êtes attentif autrement. C'est par exemple l'efficacité du dernier moment, vous faites tout au dernier moment, c'est super efficace, très bien.
Oui, mais ça, c'est pas être différent. Ah mais si, il y a plein de gens qui font Il y a des gens qui procrastinent jusqu'à la dernière minute et qui vous disent... Oui, mais rien que le terme de procrastine, c'est un peu négatif. Qui vous disent, moi, de toute façon, je suis efficace à la dernière minute. Exactement. Oui, mais voilà, donc je dis, c'est efficace autrement. C'est juste ça. Et alors que, je sais pas, par exemple, à l'école, on pourrait en voir, ah mais non, ça aurait été mieux si tu avais fait avant. Mais non, c'est juste autre chose. Et si vous voulez, la clé de tout ça, c'est de dire, est-ce que le résultat est atteint ? Effectivement, je peux tout faire au dernier moment. Je procrastine si vous voulez. Mais la procrastination, quand même, c'est un peu négatif, un peu, entre guillemets, pathologique, avec l'idée que, globalement, on n'arrive pas à faire ce qu'on a à faire. Alors que l'efficacité du dernier moment, ben, c'est fait. Et donc, si à l'école ou dans l'entreprise ou n'importe quoi, vous avez des gens qui rêvassent toute la journée, mais qui ont 18/20, qui, je sais pas quoi, c'est super efficace. Moi, j'avais un jeune comme ça, et c'est sa maman que j'ai reçue. J'aime bien l'anecdote. Elle me dit, non mais Béatrice, viens voir, parce que mon fils, là, il passait le bac l'année dernière. Il me dit, là, j'ai peur. Hein. Donc, le jeune, je l'avais accompagné un petit bout, puis ça roulait. Je lui dis, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle me dit, non, mais il écrit rien, il fait rien. Il fait rien du tout. Elle me montre les cahiers vides. Pas de devoir. Il prend pas de notes. Non, pas de notes. Ouais. Pas de devoir, rien. Il fait rien. Il dit, vous êtes d'accord, il fait rien. Je dis, je sais pas. Oui, techniquement il prend pas. En tout cas, il sait pas qu'il fait pas rien, c'est qu'il prend pas de notes, en tout cas. Et je lui dis, combien a-t-il ? C'est quoi ces notes ? 18/20. Je dis, c'est pas qu'il fait rien, c'est qu'il fait rien de visible. Et c'est ça. Si finalement le résultat est obtenu, quelque part, le chemin qu'on emprunte, on devrait ne pas le regarder. Dans votre livre, vous racontez l'anecdote d'un petit garçon qui va visiter un château, enfin qui va voir un château avec il y a un copain avec lui et il parle tout le temps. Oui. Il y a un guide. Donc il y a un guide qui raconte le château, tralala, l'histoire, le roi, le machin, blablabla. Et le petit garçon, il parle à son copain. Et à un moment, le guide lui dit, non mais c'est insupportable, tu voulais pas venir, t'arrêtes pas, tu perturbes tout le monde, t'écoutes rien. Et là, le petit garçon, il répète tout. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? Évidemment qu'il est insolent, impertinent, ce que vous voulez. Et en fait, ce petit bonhomme, quand moi je l'ai reçu, il avait aucune idée que le voisin n'entendait rien de l'explication du guide pendant qu'il parlait. Le copain, c'est ça. C'est le problème, c'est que le copain n'avait pas les mêmes facultés. Exactement. N'avait pas les mêmes fonctionnements, voilà. Et que le copain, il avait besoin d'être là dans le blanc de l'œil du guide pour entendre ce qu'il racontait. Et donc, ce petit jeune homme n'avait aucune idée que tout le monde n'était pas comme lui. C'est là où ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est super important de décrypter le fonctionnement des autres. Parce que à partir du moment où je lui ai dit, mais en fait, tu sais que quand tu fais ça, t'empêches ton copain de suivre le cours. Donc, en fait, il y aura des mauvaises notes, sous-entendu de ton fait. Il me dit, mais non, mais pas du tout, c'est pas possible ce que tu me dis là. Et après, il a fait beaucoup plus attention, évidemment. Êtes-vous aligné ? Tiens. Alors, j'imagine que vous avez peut-être entendu cette expression, que vous vous êtes déjà posé la question. On parle de l'alignement ce matin avec mon invité Béatrice Millette, qui est docteure en psychologie, qui publie la thérapie de l'alignement. 9 étapes pour découvrir qui vous êtes et ce qui compte vraiment pour vous aux éditions Marabout. On a vu tout à l'heure qu'il était important de d'abord comprendre notre mode de raisonnement, de fonctionnement et de comprendre celui des autres parce que nous fonctionnons tous différemment. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que finalement, chacun a son propre mode de fonctionnement et qu'on ne peut pas demander aux autres de fonctionner de la même façon que nous. Exactement, on est tous différents et je trouve qu'à partir du moment où on perçoit qu'on est tous différents, et bien pour le coup, on devient plus tolérant. Finalement, on est beaucoup plus dans l'acceptation. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de thérapie d'acceptation, ça fait des années qu'on parle d'acceptation, mais on ne peut pas accepter si on ne sait pas finalement. Et donc, à partir du moment où on sait que chacun est différent et que chacun est efficace, en plus, en même temps c'est ça, mais on peut l'accepter beaucoup plus facilement. Appliquez-le lors de vos prochains dîners de famille, repas de famille, discussions avec des collègues. Alors, il y a des situations parfois un peu plus compliquées que d'autres, mais oui, on peut penser à ça. Et on peut penser effectivement que les gens autour de nous, ils ne sont pas machiavéliques, finalement, c'est des gens. Donc, s'ils ont si vous voulez, l'idée en plus, dans tout ça, c'est qu'on a deux référentiels. J'ai envie de dire, il y a c'est un peu simpliste, mais il y a le référentiel des neurotypiques et le référentiel des neuroatypiques, et que chacun extrapole les comportements de l'autre en fonction de ses propres lunettes finalement. Donc, moi, je vais dire que l'autre, il se comporte comme ça parce que si moi j'étais à sa place. Pour moi, ça voudrait dire que je l'écoute pas, que je sais pas quoi. Si je regarde à côté pendant que vous me parlez, on va me dire, non mais t'écoutes rien. Et si je répète comme ce petit garçon, oui, je vous ai écouté. Donc finalement, je vais extrapoler que l'autre fonctionne comme moi, sans voir que le résultat est atteint. Donc si finalement ça marche, eh bien on peut plus accepter justement les différences d'attitude de chacun.
Quelles sont les valeurs au cœur de la thérapie de l'alignement ? Alors je crois qu'il y a quand même beaucoup l'acceptation, quelque part, la connaissance, l'acceptation de soi, des autres. Comme je viens de dire, l'acceptation, on en parle, il y a la thérapie d'acceptation, mais c'est pas complètement évident d'accepter qui on est, donc on ne peut pas accepter qui on est ni qui sont les autres si on ne sait pas, finalement. Souvent on parle de compréhension, c'est pour ça que moi j'ai mieux utilisé le terme d'acceptation, parce qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas dans la peau du voisin en face. Et il n'y a pas forcément à comprendre, c'est pas parce que je pourrais jamais comprendre dans le sens m'approprier un fonctionnement qui n'est pas le mien. Je peux l'accepter. C'est incompréhensible quand vous avez quelqu'un qui a de l'intuition mathématique ou de l'intuition tout court, qui est là, il s'arrête entre deux portes dans le couloir, il rêvasse, et puis d'un coup, paf, il vous dit ce qu'il faut faire, une stratégie d'entreprise, alors que les autres, ils savent pas. C'est incompréhensible pour quelqu'un de dire « Ah, mais ça marche !» Parce que quand on est neurotypique, on ne fonctionne pas comme ça. Donc de se dire « Ah ouais, je vais comprendre », c'est incompréhensible. Donc il ne faut pas aller dans la compréhension, mais plus dans la connaissance et l'acceptation. Donc ça, je crois que c'est fondamental. Et puis il y a une autre notion, moi je crois, qui est centrale, c'est de dire que finalement, qui que ce soit sur cette planète, a priori, tous autant qu'on est, on a envie d'aller bien. On tend vers le bonheur, le bien-être, la santé mentale positive, ce que vous voulez. Et donc ça permet de se dire que quand je donne un conseil, si l'autre ne le suit pas, c'est que c'est pas le moment opportun, et que l'autre finalement il essaye, il est pas masochiste, pour ça que je dis sauf quelques-uns, il essaye d'aller bien à sa façon n'est pas la mienne, mais pour le coup ça permet de se décentrer un petit peu en disant, en passant sur le registre de la compassion par rapport à l'empathie. L'empathie, c'est je ressens l'émotion de l'autre. La compassion, c'est je dis ok, je comprends que lui il fait tout ce qu'il peut pour aller bien, que son chemin n'est pas forcément le mien, mais que ça marche pour lui. Ça marche pas forcément pour moi, mais ça marche pour lui. Et donc on est dans cette espèce de compassion, si on veut dire. Enfin, c'est pas un mot très français, c'est plutôt la compassion en anglais. En français, je sais pas, c'est compassion, ça sonne un peu. Mais en anglais, ça a un autre sens. Moi, j'ai l'impression un petit peu. Compassion, c'est un peu, c'est noté péjorativement en fait, la compassion. Oui, c'est ça. On est triste pour quelqu'un quand même. Oui, on compatit à ses souffrances, il y a de la commisération, il y a un peu. Ouais. Alors que la compassion en anglais, c'est vraiment un peu ce que je viens de dire, c'est de dire ok, j'ai de l'empathie. Il y a le côté actif finalement dans la compassion qu'on n'a pas dans l'empathie. L'empathie, c'est je fais éponge et je ressens votre émotion et je me l'approprie et là je m'effondre parce que vous n'êtes pas bien. La compassion, c'est je dis je ressens ça, je le tiens un peu à distance parce que je sais que vous-même vous êtes dans l'action pour aller mieux, pour aller sur votre chemin. Et donc c'est un peu ce côté-là moi que je mène derrière la compassion. Et ça c'est important. Enfin, c'est important parce que ça évite, on est dans l'alignement personnel, ça évite de se détruire tout seul finalement aussi. Alors, il y a ce que vous appelez des comportements prosociaux. Pourquoi ce sont des comportements qui sont essentiels ? Alors, parce qu'on vit en société, déjà, et que, en fait, on sait dans la santé mentale positive, il y a tout un certain nombre de caractéristiques à développer chez les gens pour aller bien. Et les comportements prosociaux, alors moi, je trouve ça, il y a une expérience, je vais la raconter parce que je trouve ça très très drôle, où on a mis des portefeuilles. Ça a été à grande échelle sur la planète entière dans différentes villes. On a éparpillé des portefeuilles dans plein de villes. Elle est dans votre livre, l'expérience. Oui, elle est dans mon livre. Bon. Mais parce que je la trouve extraordinaire. Parce que moi-même, je me suis fait avoir quand même. Et donc, avec plein de sous dans les portefeuilles, plus ou moins de sous d'ailleurs, mais $100, $20, ce que vous voulez. Et puis, on demandait aux gens, vous pensez que combien de portefeuilles vont être rapportés ? Plein, évidemment. Alors moi, je disais 20%. Quoi. Ça paraît un peu cynique devant ce que je peux penser de mes congénères finalement, mais moi je me dis mais non, 20%, limite moi je trouve un portefeuille avec des sous dedans, voilà, et je rapporte le portefeuille avec les sous encore plus, donc je me dis non 20% des gens, et en fait on est plus près des 80-90% de mémoire, et plus il y avait d'argent dans les portefeuilles, plus ils étaient rapportés. Et donc ça nous montre quand même que, parce qu'on entend souvent des gens qui vous disent ah ouais mais les autres ils sont machiavéliques, ils sont méchants, ils sont malveillants, ils sont blablabla, mais en fait non. Les gens sont super honnêtes. Mais voilà, et alors qu'on dit ils sont tous très malhonnêtes, ils sont tous très méchants, ils sont tous, mais en fait non. Et les comportements prosociaux, vous avez un petit enfant, voilà, spontanément un petit enfant avant d'avoir grandi, il va aller plutôt vers les autres. Et c'est ces comportements prosociaux qui font qu'on peut vivre en bonne intelligence, ils se perdent un peu par la culture, la société, l'environnement familial, enfin un tas de trucs. Mais en fait, ils sont là au fond de nous-mêmes et on peut les retrouver. Quelque part.
Alors, on parlait de l'alignement avec ses valeurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui vous disent non, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas aligner avec mes valeurs. Il y a ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques et les valeurs extrinsèques. Ça veut dire que toutes les valeurs ne contribuent pas de la même manière à notre équilibre. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on appelle une valeur intrinsèque et qu'est-ce que c'est qu'une valeur extrinsèque ? Il y a des valeurs qui sont plus tournées vers nous-mêmes, finalement, comme des motivations intrinsèques et des motivations extrinsèques. On a un peu tout ce qui est juste, enfin, entre guillemets, juste pour nous, et puis tout ce qui est tourné vers les autres, vers l'environnement, vers la planète, vers l'humanité. Et globalement, ce qu'on sait quand même aujourd'hui. Donc, les valeurs intrinsèques, ça va être aussi le développement financier, l'aisance, etc. Et extrinsèque, c'est plus vers les autres. Et on sait, en santé mentale positive, hein, c'est pas juste moi qui le dis, bien évidemment, parce que quand j'écris un livre, je vérifie aussi ce que je peux avoir comme intuition ou ce que je peux voir dans mon cabinet. Mon cabinet, c'est des moments très petits. Et donc, je vais toujours rechercher des publications, des collègues, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que je dis, on le sait en termes de santé mentale positive, que tout ce qui est extrinsèque tourné vers les autres, c'est bénéfique pour nous. Beaucoup plus que des valeurs intrinsèques. Et par exemple, on a cette courbe de développement financier qui nous dit que, en fait, l'argent, plus on en a, on se dit, plus c'est chouette, mais pas du tout. Ça monte, puis ça atteint un plateau. Et voilà, donc ça monte pas jusqu'à des millions, hein. On se dit ça va être des millions pour être heureux, pas du tout. En fait, alors il y a quelques années, on était pas loin on était à 20 000 euros par là. Maintenant je crois qu'on est à 5 000. Je crois que le bonheur, c'est 5 000 euros par mois. Par mois. On est à 60 000 par an, 70 000, quelque chose comme ça. C'est pas, je dis pas que c'est peu, hein, évidemment, ne faites pas dire ça, mais c'est pas extravagant. On n'est pas à 2 millions, quand même. Et ça veut dire que quand on a plus, on n'est pas plus heureux. Et donc, tous ces gens qui courent après de l'argent, j'en ai pas assez, mais à un moment donné, ils s'oublient en route et ils oublient que finalement, c'est pas ça l'épanouissement. C'est ça les valeurs internes et externes, finalement. Alors, j'ai appris un mot dans votre livre, j'en ai appris plein, mais j'en ai appris un, c'est allostatique. La charge allostatique. Shkun, la charge allostatique. C'est un peu une espèce de globalité. C'est le poids du stress cumulé. Oui, mais dans une globalité, c'est ça, c'est que... Comment dire ça ? Alors, le stress, déjà, par définition, c'est quelque chose qui nous permet de mobiliser nos ressources pour faire face à un changement. Donc, c'est pas... au départ, spontanément, c'est positif. C'est ce qui nous permet de nous ajuster et de nous adapter. Donc, ça, c'est super chouette. Mais il y a plein de stress de tous les côtés. Donc, il y a le stress qu'on peut ressentir, le stress de la planète, le stress de bidule. Et qu'à un moment donné, tout ça, ça fait une charge énorme. Et si vous voulez, si on réfléchit très simplement, aujourd'hui, quand on regarde, si on veut simplement manger, prendre des trucs sans pesticides, c'est pas possible. Moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, que l'eau qui tombe du ciel, elle n'est pas potable. Hein, quand même. Je suis tombée des nues, c'était il y a quand même 10 ans que j'ai appris ça. Et je me disais, mais pourquoi c'est pas potable, l'eau ? Enfin, c'est l'eau des nuages, mais parce que dans les nuages, il y a plein de cochonneries, finalement. Plein de petites choses qui passent. Et je me dis, mais donc si en fait on veut manger simplement bien, c'est pas possible. Si je réfléchis comme ça, si je veux avoir une action sur la planète, l'empreinte carbone, blablabla, je peux jamais prendre l'avion. Donc comment je vais ouvrir l'esprit de mes enfants, par exemple, si je peux pas prendre la voiture, le train, l'avion. Et puis si je peux pas regarder les réseaux... On en revient à nos paradoxes. Exactement, on en revient à nos paradoxes. Et ça, si je réfléchis noir sur blanc, si je peux dire, ça tétanise. Parce que les gens qui font de l'humanitaire, ils prennent l'avion pour aller sur le terrain. Mais d'accord. Ils n'y vont pas à bicyclette. Ils y vont pas, alors à part Greta... Voilà, mais en gros, on n'y va pas avec notre petit soit pied. En train, soit en bateau, mais les autres, ils y vont en avion. Oui, ils n'ont pas en aviron et en vélo, on est d'accord. Si, alors il y en a maintenant qui vont en vélo, tout ça, mais ça limite le champ d'action. Exactement. Et donc, si on réfléchit comme ça, on se dit, mais ça devient impossible de respirer, on ne peut plus. Si on regarde un peu cette globalité-là, et si on veut être complètement aligné avec nos valeurs, par rapport à ça, ça submerge. Et c'est encore nos paradoxes. Et c'est tout ça, cette charge que l'on a un peu en permanence, un peu en bruit de fond, et qui est là en permanence. Parce qu'on nous dit, par exemple, les jeunes, les ados, ils ont l'éco-anxiété. Non, ils n'ont pas l'éco-anxiété, c'est les trentenaires qui ont l'éco-anxiété. Parce que les jeunes, ils sont nés avec, donc de toute façon, ils vivent dedans. Mais ils ne le verbalisent pas comme ça, par exemple. Parce que c'est là un peu diffus. La vraie question, c'est de savoir comment intégrer nos valeurs, alors une fois qu'on les a identifiées, hein, parce que tout le monde ne connaît pas quelles sont les valeurs importantes pour sa vie, c'est comment les intégrer à sa vie. C'est ça.
c'est ça. Et alors on peut aussi faire confiance à son intuition. L'intuition, c'est un concept que j'aime beaucoup. Non mais j'ai vu, oui, mais c'est pointu. On pourrait faire une émission que sur l'intelligence intuitive, ça, parce que vous parlez d'intelligence intuitive. Exactement. Mais parce que on sait par exemple que les décisions qu'on prend en écoutant nos émotions, donc des décisions plus intuitives, si je peux dire, sont meilleures que des émotions prises en pesant le pour et le contre, y compris dans les entreprises. Il y en a qui ont des radars. Enfin, il y en a qui ont vraiment des radars par rapport à ça. Et donc on peut aussi apprendre. Qui peuvent faire confiance à leurs intuitions. Exactement. Et on peut réapprendre ou apprendre tout court à s'écouter plus pour pas forcément, si vous voulez, on a des listes de valeurs, on vous fait cocher des cases. Moi je veux bien, mais c'est pas très parlant quand même. Donc on peut aussi apprendre à les vivre. Béatrice, et c'est ça qui est pourquoi je vous pose cette question, parce que quand vous parlez avec les gens qui leur disent bon, c'est quoi les 5 valeurs importantes pour toi, les gens ils en ont 1, 2, 3 et après voilà. Ouais. Après on patauge un peu parce que finalement c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de le vivre et de les incarner. Et de les incarner si on peut. Bon. On n'a pas développé toute la thérapie de l'alignement, mais c'est dans votre livre, La thérapie de l'alignement, 9 étapes pour découvrir qui vous êtes et ce qui compte vraiment pour vous. Vous l'avez déposé, la thérapie de l'alignement. Je l'ai déposé avec j'ai déposé des copies, déposé. Je l'ai déposé en me disant que puisque des fois je suis un peu comme tu disais sur la double exception, je fais un peu les choses avant les collègues, en me disant que vous avez peur qu'on vous la pique? Non, j'avais envie peut-être de le développer aussi pour les enfants, d'en faire quelque chose, parce que moi je suis pas très femme d'affaires. Donc à un moment je me dis peut-être ça serait bien après ce que je vous ai dit qu'il fallait pas courir après l'argent, mais je me suis dit, pas pour l'argent, mais pour essayer de diffuser un peu. Parce que des fois effectivement vous voyez des gens, ils vous font passer plein de questionnaires, vous dites tas de trucs, je me dis mais ça sert à rien quand même, sans prétention. Non mais les gens aiment ça. Ils aiment bien les quiz, les questionnaires. Mais bon, là, vous savez que la valeur aujourd'hui, c'est la valeur temps. Monde qui réalise cette émission, alors là, il est sous la table de réalisation. On voudrait pas. Non, c'est contraire à nos valeurs de stresser monde. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Béatrice Millette, vous avez été généreuse, donc c'est vrai, ça s'est confirmé pendant cette heure. C'est un plaisir de vous écouter et passer une très belle journée santé sur Beurre FM.